Bien, bah, écoutez, je suis très très heureuse de vous retrouver au Festival d'Histoire de l'Art. Je suis Dominique de Fonréau, je suis la rédactrice en chef de la revue Histoire de l'Art. Nous avons dédié le dernier numéro, donc le numéro 91, Ukraine, à l'Ukraine, à l'histoire de l'art et à l'histoire de la création en Ukraine. Et avant toute chose, je voulais remercier beaucoup les deux coordinateurs à mes côtés, Bertrand Connet, qui est maître de conférence à Lille, et Igor Sokolowski, qui a vraiment, grâce à qui on a pu porter ce projet. Et remercier aussi beaucoup Delphine Vanès, qui est notre secrétaire de rédaction et sans qui rien n'aurait été possible. Ce numéro, peut-être quelques mots sur la revue Histoire de l'Art, que vous connaissez sans doute, mais qui est une revue qui a été créée il y a 35 ans. Elle fête cette année son 35e anniversaire, ce qui est pas mal pour une revue. Elle a été créée en 1988. Et c'est une revue qui a été créée tout de suite pour publier les articles des jeunes chercheurs, des jeunes auteurs en histoire de l'art. À ma connaissance, dans la discipline, c'est la seule revue qui fait ce travail-là. Il y a beaucoup d'autres revues, mais c'est la seule qui soit dédiée spécifiquement à ce travail sur les jeunes chercheurs. Et c'est une revue qui est donc portée par l'APAO, donc par l'Association des professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art, et qui reçoit des subventions du Centre national du livre, du ministère de la Culture par l'intermédiaire de la Direction générale des patrimoines, de l'École du Louvre et de l'INHA. Donc c'est une revue qui est soutenue par toutes ces institutions-là, heureusement. Mais c'est une revue aussi qui a quand même presque 300 abonnés, ce qui n'est pas tout à fait négligeable dans le monde, et qui est aussi diffusée depuis 2019 en librairie grâce à un diffuseur qui s'appelle Pollen. Donc on retrouve aussi dans les grandes librairies. Il est parfaitement commandable aussi en ligne. On a... Oui, si j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment on fait. Ouais. Je ne sais pas comment on fait pour l'arrêter. Comment? Ah, c'est l'ordi. D'accord. Ouais, non, mais je ne sais pas ce que c'est que cette musique. Ouais. Ah, bravo, merci Igor. Oui, moi aussi, c'est dérangeant, mais je ne sais pas. Bah, qu'est-ce que c'est? Et si on le met en mute, là, ici, là. Ah bon. Et bravo, voilà, on y est arrivé. Bon, merci, je ne sais pas, on ne savait pas trop pourquoi ça faisait. Donc, elle est donc diffusée en librairie, et ce numéro, comme le numéro juste précédent, le numéro 90, qui sera d'ailleurs présenté demain dans le cadre du Festival du Livre, bénéficie d'une nouvelle maquette. Donc on est très heureux de cela. Peut-être quelques mots, pour ne pas être trop long, mais sur le comité de rédaction, qui réunit un certain nombre de chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs, et qui est très actif et qui est bénévole, et qui donc aussi participe à la relecture des articles, puisque souvent ce sont les premiers articles qui sont publiés. Donc c'est une revue dont je dois dire, comme vous le comprenez, je suis très fière d'être la rédactrice en chef. Un point important par rapport à Ukraine, avant de passer la parole aux uns et aux autres, c'est vrai que les événements très douloureux de l'année dernière, de février 2022, nous ont tous saisis, parce que tout d'un coup se rejouaient en Europe, sur le sol européen, des choses qu'on ne pensait plus voir dans les générations auxquelles nous appartenons, c'est-à-dire des combats sur place, alors que la guerre nous semblait toujours quelque chose de plus lointain, et tout d'un coup elle était sur le sol européen. Et très vite, bien sûr, ou malheureusement bien sûr d'ailleurs, on s'est rendu compte que ces combats étaient des combats militaires, mais étaient aussi des combats dans le domaine de la création et du patrimoine. On a vu très vite des musées abîmés, des musées spoliés, on a vu très vite des édifices détruits ou abîmés, et donc d'ailleurs la communauté des musées du patrimoine, notamment avec l'UNESCO et avec l'ICOM, se sont mobilisés. Et c'est vrai qu'au sein du comité de rédaction, on s'est dit il faut absolument qu'on dédie un numéro à l'Ukraine, ce qui était un peu la première fois, parce qu'en général, on n'est pas une revue d'actualité, on est une revue de long terme, avec des numéros qu'on prévoit à l'avance, mais là, on s'est dit il faut qu'on consacre ça, et on est tout de suite
partie et je dois dire, et je me fais l'interprète de l'ensemble du comité de rédaction, tout le monde a été très heureux de pouvoir aussi travailler sur un sujet qui nous permettait de montrer aussi l'engagement des historiens de l'art. On est aussi, et je crois que c'est important à rappeler au Festival d'Histoire de l'Art, l'histoire de l'art c'est une discipline engagée et je pense que c'est un point important par rapport à ça. Je vais passer la parole à Bertrand, connaît parce que je sais qu'il voulait compléter mes propos. Bien, merci beaucoup pour ces premiers mots d'introduction et puis des remerciements appuyés à l'intention de Dominique aussi, parce que je dois vous avouer que lorsqu'elle m'a sollicité pour co-diriger ce numéro, bon, j'ai pas longuement hésité, mais j'étais très loin de ma zone de confort puisque je suis un historien de l'art du Moyen-Âge. Donc bon, déjà, quand on évoque plutôt la production artistique ukrainienne, on a plutôt comme idée première la production contemporaine, donc j'étais bien loin de mon champ chronologique conventionnel, et puis en plus je suis un spécialiste plutôt des territoires français, italiens, donc vous imaginez bien que l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est était bien loin de mes préoccupations, mais je crois que je le dis très souvent aux étudiants que l'on forme, et on se le dit aussi, il faut sortir de ces zones de confort. Je crois que c'est très important, chacun le sait, hein, sortir un petit peu des zones de confort, de ses habitudes. Et donc ça m'a obligé à aller voir ailleurs. Et donc là, j'en étais vraiment très heureux. Et puis, comme Dominique l'a évoqué, c'était aussi l'occasion aussi de sentir quelque part d'apporter une contribution utile à la communauté des historiens de l'art, parce que très souvent, on fait des choses de notre côté, parfois de manière collective, mais sur des sujets plus conventionnels. Et donc là, ça nous a obligés, de ce point de vue-là aussi, en tant qu'universitaires, à développer une réflexion autre sur des sujets actuels. Et puis aussi, moi, j'étais, d'un point de vue personnel, d'autant plus sensible à cette demande que ça nous renvoie aussi à une histoire personnelle, familiale, collective. La dernière guerre mondiale, finalement, qui a affecté nos territoires, pas si vieille que ça. Moi-même, je suis issu d'une famille tout simplement qui a été touchée directement par la guerre. C'était il y a 70 ans. Et donc, rapidement, on voit des images qui nous renvoient aussi à notre histoire, à l'histoire de l'Europe occidentale. Hein, ces édifices qui ont été protégés des bombardements, ou même simplement des phénomènes de mouvement de population, j'emploierai pas le terme déportation, mais en tout cas de déplacement d'enfants. Toutes ces choses-là, ça nous renvoie quand même aussi à des événements qui ne sont pas si éloignés que ça. Je le répète, c'était il y a environ 70 ans. Et je pense aussi que le rôle de la revue, enfin des historiens de l'art, c'est quand même d'être, en tout cas, de participer à une réflexion sur ces questions-là. Et on le voit en plus aujourd'hui, on est tombé finalement dans ce qu'on craignait depuis le début du conflit, hein, c'est-à-dire une forme d'enlisement sous bien des formes. Et donc on s'habitue à la guerre. Ça, c'est la capacité de l'homme à s'adapter à n'importe quel contexte. Une force, mais c'est aussi malheureusement bien dommage. Et en tout cas, j'étais très heureux participer à ce numéro, et puis comme Dominique l'a évoqué aussi, c'était pour nous l'occasion bien évidemment de mettre en évidence la menace qui pèse sur le patrimoine, qui a pesé sur le patrimoine ukrainien. Et donc là-dessus, on a fait une bonne synthèse au niveau de l'introduction qui me semblait être utile. Tout cela n'aurait pas été possible, je dois le dire, sans Igor, parce que, comme je l'ai dit, à part la capitale de l'Ukraine, je ne connaissais strictement rien en géographie ukrainienne, et même en production artistique ukrainienne. Et c'est vrai qu'Igor nous a apporté un œil de spécialiste sur ces territoires. Je voulais justement passer la parole à Igor, et notamment pour insister sur quelque chose dont on s'est beaucoup parlé, et qui est d'ailleurs le titre d'Accent allemand, un très bel article d'Accent allemand qu'on a dans la revue, sur le fait que l'art ukrainien, l'histoire de l'art ukrainienne, c'est un peu un point aveugle en histoire de l'art. Et donc je vous passe la parole. Merci. Moi d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette aventure avec vous, d'autant plus que moi je ne suis pas historien de l'art de formation, donc moi je fais de la philosophie. Je me suis intéressé à l'art de cette zone du monde d'abord pour sa dimension politique, sa dimension conceptuelle aussi, enfin plus précisément le rapport entre l'image et le langage qu'il y a chez des artistes comme ceux d'Odessa par exemple. Alors c'est vrai que moi j'ai un passif dans le domaine de l'histoire de l'art ukrainien, donc puisque j'ai traduit le livre d'Alissa Lochkina il y a quelques années mais qui avait une ambition plus contemporaine, hein. C'était vraiment l'art ukrainien contemporain et ses racines, donc on remontait jusqu'au 19e siècle. Et là, l'ambition de cette revue, moi aussi j'ai découvert énormément de choses à travers les articles de spécialistes, hein, que des spécialistes nous ont proposés, parce que
Il y a ceux qu'on a sélectionnés, mais on a reçu énormément d'articles. On ne peut pas tout présenter, mais des articles qui nous informaient aussi, enfin moi, ont vraiment élargi ma vision des choses. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que c'est un numéro qui est lié aux circonstances tragiques d'aujourd'hui, à la guerre, mais en même temps, c'est pas un numéro qui a une ambition de s'y limiter. L'idée, c'est, on ne peut pas dire de profiter de cette occasion parce que c'est une situation horrible, mais c'est d'essayer d'étendre le champ de vision pour réfléchir à la spécificité de l'art ukrainien au-delà de la situation contemporaine, de remonter le plus antérieurement possible, en quelque sorte. Et moi, ce qui me plaît vraiment dans ce résultat, c'est d'abord le champ historique, puisqu'il y a l'article de Yannick Durand donc, sur la Russie kievienne. Et puis aussi, donc, on en avait parlé tout à l'heure avec Bertrand, la variété des articles, c'est-à-dire certains s'attachent à un artiste, certains s'attachent à tout un courant, toute une période, à la longue période. Et donc ça donne vraiment un kaléidoscope assez stimulant. Et globalement, l'image qui en ressort, c'est effectivement la complexité de cette zone du monde, une complexité politique souvent douloureuse, mais en même temps très fructueuse du point de vue des échanges, et notamment des échanges artistiques. On voit que l'histoire tourmentée de l'Ukraine a été véritablement un creuset où les courants se sont mélangés, se sont rencontrés de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, et ont donné quelque chose d'extrêmement complexe dont l'étude est très stimulante au niveau général, au niveau des courants, mais aussi au niveau individuel. On en parlait tout à l'heure, il y a des personnalités extrêmement complexes comme par exemple, on parlait tout à l'heure de Répine, qui est à la fois un peintre, un grand peintre de l'Empire russe, mais qui en même temps a une dimension profondément ukrainienne dans ses représentations, qui sont difficiles à évaluer du point de vue de l'intention, de leur dimension nationale ou pas. Donc je pense que pour moi c'est un numéro qui fera vraiment, je suis très heureux d'y avoir collaboré, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas, et je pense qu'il sera vraiment stimulant pour les chercheurs. Il donnera envie de découvrir cette zone du monde, sa complexité, sa variété et sa dimension de creuset qui est quasiment unique dans le territoire européen. Voilà, donc merci encore de m'avoir permis de participer à cette aventure, Dominique et Bertrand. Merci à vous. Je voulais passer la parole à Maximilien Durand, qui est directeur du nouveau département au Louvre, des arts de Byzance et des chrétientés d'Orient. J'écarche pas, c'est ça ? En Orient, pardon. Tu vois, je savais bien que je faisais une bêtise, pardon. Parce que c'est vrai qu'il y a un nouveau regard posé aujourd'hui sur l'art ukrainien, nouveau regard que notamment le futur département, enfin le département qui existe déjà, mais qui aura des futures salles dans les années à venir, va aussi poser. Et ça m'intéresse beaucoup de t'entendre sur ce sujet-là, en fait, sur cette mise en perspective. Merci Dominique. Alors peut-être avant de commencer, je vais vous rappeler brièvement les circonstances de la création du département et ses enjeux, parce qu'en fait ils sont directement liés à la question qui est posée. Donc vous savez que ce projet de création d'un département dédié aux arts de Byzance et des chrétientés en Orient est un projet ancien qui a connu quelques heures et quelques malheurs sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais qui s'est concrétisé avec la nomination de Laurence Descartes, qui a été annoncée le 25 mai 2021, et le 26 mai, lors de sa première déclaration publique, elle annonçait sa volonté de voir être créé ce département. Depuis mars 2022, j'ai œuvré à la préfiguration de ce département pour en dessiner les contours déjà le périmètre de la collection du Louvre concernée au sein des 8 départements de conservation du Louvre. C'est environ 20 000 œuvres qui sont aujourd'hui conservées au Louvre et qui relèvent du champ de ce département, donc c'est une collection conséquente, pour en définir aussi les enjeux stratégiques, opérationnels, et le périmètre d'action qui en fait va de l'Éthiopie à la Russie, du Caucase à la Mésopotamie, des Balkans au Levant, donc une aire géographique très large, sur une période chronologique également très large, puisque finalement le trait d'union
de l'ensemble de ces régions, la continuité qu'il est possible de donner aux collections du Louvre dans une collection qui a été constituée de différentes manières, c'est la question de l'image et sa singularité dans l'Orient chrétien, puisque cette question de l'image est théorisée, notamment pendant la crise iconoclaste, pour avoir véritablement une perception de l'image qui a la capacité d'être une incarnation, une présence réelle, et qui distingue singulièrement l'Orient comme civilisation, l'Orient chrétien, de l'Occident ou de ses voisins islamiques notamment. Donc c'est bien un département civilisationnel et non pas confessionnel qui est mis en œuvre à travers cette question de l'image qui va être déroulée. Et cette question de l'image, elle émerge autour des années 220-230 et on va la décliner jusqu'à la période moderne. Les collections du Louvre, vous le savez, s'arrêtent traditionnellement en 1848. On a souhaité ne pas conserver cette bande chronologique qui n'a pas de sens pour l'Orient. On a aussi souhaité l'étendre puisque le département est également un grand département patrimonial au sens de la loi et que finalement les productions de ces civilisations de l'Orient chrétien n'étaient pas représentées dans le champ des grands départements et que pour pouvoir couvrir les missions réglementaires du grand département, on a souhaité repousser cette limite chronologique. La première date pertinente aurait été la Première Guerre mondiale, qui voit dans ses suites l'effondrement concomitant de l'Empire ottoman et de l'Empire russe. On a souhaité aller encore un peu plus loin et choisir comme borne chronologique 1923, qui est la date du traité de Lausanne, qui réorganise l'Orient suite à la disparition de l'Empire ottoman et qui induit des mouvements forcés de population et donc aussi d'œuvres, le début d'un trafic illicite de biens culturels, notamment dans le domaine des icônes, de l'orfèvrerie liturgique, et c'est une manière symbolique de dire que le département se positionnera très fortement contre la lutte, dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Voilà pour ce préambule. Le département a été officiellement créé le 3 octobre 2022 par la signature des décrets instituant 9 départements au Louvre et non plus 8 et 16 départements patrimoniaux et non plus 15. Signature des décrets qui a été publiée au journal officiel le lendemain, le 4 octobre 2022. Le département accomplit donc depuis déjà quelques mois ses missions. L'une des plus évidentes, c'est la création d'un parcours qui présentera 3000 m² d'exposition au sein de l'aile Denon. Donc c'est vraiment un projet structurant de la présidente directrice du Louvre, un projet conséquent, et dans lequel évidemment la question contemporaine est évidente des difficultés du monde contemporain, traversé par un certain nombre de courants de pensée qui évidemment ébranlent un peu les musées, mais aussi par les conflits et les guerres. Et cette question de l'image, elle nous permet aussi de tenir un propos extrêmement contemporain et pas seulement un propos un peu stérile d'histoire de l'art sèche. Quand le département a été mis en œuvre, le conflit en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine n'était pas encore effective. Et évidemment, cette invasion de l'Ukraine a changé énormément la perspective de nos travaux, puisque le monde slave est une part importante de la création du département, de son champ, de son propos. Évidemment, les relations avec nos collègues russes sont totalement interrompues. De nouvelles relations très intenses sont nouées avec nos collègues ukrainiens et je suis très heureux de saluer la présence dans cette salle de Olga Apenko-Kurovets, qui est conservatrice d'art occidental au Musée national des arts Bogdan et Varvara Khanenko à Kiev. Olga, que nous accueillons depuis le mois de mai 2022 dans le cadre du programme Pause au sein du musée du Louvre. Donc ça a été une de nos premières actions qui suivait la déclaration immédiate qu'avait faite Laurence Descartes de sa volonté d'affirmer le soutien du Louvre à l'Ukraine. Et donc Olga travaille pour le département des objets d'art et au sein du département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient, où je lui ai confié notamment une mission qui me paraissait essentielle. Dès le début du conflit, la veille que nous faisions sur le marché de l'art nous a montré que les icônes ukrainiennes étaient assez peu présentes dans les premiers mois
de la guerre, et puis elles sont devenues de plus en plus nombreuses pour inonder le marché de l'art aujourd'hui. Et donc j'ai confié à Olga le soin de faire une veille extrêmement précise sur le marché de l'art pour constituer une base de données de toutes les icônes ukrainiennes qui étaient proposées en vente en France et à l'international. Cette base, pour le moment, a un but documentaire, mais je crois que nous sommes les seuls à constituer cette base qui comporte des centaines d'items déjà. Et l'idée de cette base, c'est dans 5 ou 10 ans, quand on fera un travail nécessaire sur le patrimoine ukrainien, de pouvoir tracer des ventes qui auraient contribué au trafic illicite des biens culturels. Pour préserver effectivement le patrimoine et avec nos modestes moyens et de là où nous sommes, eh bien, il faut connaître ce qu'on veut préserver. Et je dois dire que finalement l'art ukrainien, vous le disiez, était un champ un peu aveugle de l'histoire de l'art. Et l'une des actions aussi que nous avons mises en œuvre très rapidement, grâce à Olga et grâce à l'ensemble de la mobilisation des collègues ukrainiens et notamment de l'Institut culturel d'Ukraine à Paris, était la constitution d'une bibliothèque de référence sur l'art ukrainien. Les collègues ukrainiens se sont mobilisés pour réunir une bibliothèque de référence, pour la faire venir à Paris, et elle a été offerte officiellement au Louvre par le biais de l'ambassadeur d'Ukraine en France. Et aujourd'hui, nous sommes une des seules institutions à avoir cette bibliothèque de référence dans le domaine de l'art chrétien ukrainien, et notamment des icônes, ce qui nous permet aussi d'avoir une finesse très grande dans l'analyse du marché de l'art et dans cette veille qui est accomplie. Et puis un troisième point, et pardon, je ne mobiliserai pas la parole plus longtemps, mais dans le cadre des missions du Grand Département, en juillet 2022, j'ai lancé une grande enquête nationale pour identifier la présence d'art post-byzantin dans les collections publiques françaises, parce que les collections coptes sont assez bien identifiées, les collections byzantines, médio-byzantines ont été très identifiées grâce à l'exposition organisée en 1992 par Yannick Durand au musée du Louvre, Byzance, l'art byzantin dans les collections publiques françaises. En revanche, l'art post-byzantin est un domaine de l'histoire de l'art où il y a peu de spécialistes, peu de compétences, et bien souvent les œuvres qui sont conservées sont à peine identifiées, mal identifiées en général, rarement publiées sur les bases de données des différents musées, encore moins publiées dans des publications scientifiques. Donc j'ai lancé une enquête nationale avec l'aide du service des musées de France, avec l'appui des directions régionales et des conseillers pour les musées. Et cette enquête m'a donné des résultats qui sont évidemment très importants, ce dont je me doutais, et notamment m'a permis de réaliser que la perception que nous avions de la découverte des icônes en France, qui généralement est dans la littérature associée à la révolution bolchevique et à la vente des biens de l'Église russe par le régime soviétique en 1917 et par la volonté d'inonder le marché occidental d'icônes russes, n'était pas le point de départ de la connaissance que l'on a eue des icônes. En fait, il est plus précoce. Ce point de départ, eh bien, c'est la campagne de Crimée, car les soldats qui ont participé à la campagne de Crimée, et l'ironie du sort fait que on trouve dans cette constitution des collections françaises un écho assez significatif, je trouve, avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Quand je vous disais que les problématiques contemporaines traversaient tout le département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient, eh bien effectivement les soldats qui ont participé à la campagne de Crimée, qui je vous le rappelle est la première campagne documentée avec des campagnes photographiques, avec des récits de cette campagne, donc on a vraiment des provenances très très identifiées pour ces œuvres, eh bien ont rapporté des icônes qui leur ont paru les œuvres les plus significatives de l'exotisme ou de l'étrangeté des régions dans lesquelles ils avaient eu à intervenir. Et finalement, beaucoup d'institutions françaises, ce sont des dizaines de musées qui conservent dans les réserves
des icônes ukrainiennes. Et je me souviens de la très belle initiative de l'INHA et des musées métropolitains de Rouen consistant à promouvoir l'art ukrainien au tout début du conflit et du constat que faisaient nos collègues en disant finalement les collections françaises possèdent peu d'art ukrainien. C'est faux. Les collections françaises conservent des œuvres qui sont tombées dans cet aveuglement de l'histoire de l'art. Et évidemment, cette enquête nationale que nous avons menée a pour but de permettre d'étudier, de promouvoir et probablement un jour d'exposer ces icônes qui révèlent une véritable identité, qui fondent ses racines. Et l'article de Yannick Durand dans la revue Histoire de l'art le montre très bien, ces racines artistiques dans l'héritage de Byzance. Un héritage, vous l'avez rappelé, qui s'hybride d'échanges constants avec l'Occident, avec le monde ottoman. Et j'ai la joie d'avoir pu recruter dans mon équipe une chercheuse qui aujourd'hui est chargée des collections du monde slave, qui s'appelle Liliana Jordanova, dont le sujet de recherche précisément concerne les échanges entre le monde slave et le monde ottoman, sujet qui est très très peu étudié aujourd'hui. Et cette particularité de son profil, moi, m'intéresse beaucoup, puisque le département tel qu'il est voulu par notre présidente directrice et tel que nous le mettons en œuvre, physiquement déjà, est un trait d'union civilisationnelle entre l'Orient et l'Occident. C'est ce que montre son implantation physique au Louvre, physiquement connecté au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, au département des arts de l'islam, au département moderne occidentaux de peinture et de sculpture, puisqu'il est au sein de l'aile de Non. Et ce trait d'union civilisationnelle, ces échanges, c'est aussi la chance que permet la collection du Louvre d'ouvrir finalement un musée byzantin au milieu d'une collection de référence nationale à vocation universelle et qui permet justement de décloisonner les champs de l'histoire de l'art, dont on voit bien les limites de ces cloisons au sein d'une revue comme la revue que Dominique et Bertrand ont coordonnée, et la difficulté que l'on a finalement à aborder certains sujets parce qu'ils sont à la marge de plusieurs disciplines telles que l'académisme les a définies. Et finalement, c'est un peu l'ambition de ce nouveau département, c'est en dessinant ce trait d'union civilisationnelle, d'encourager les échanges entre les occidentalistes, les orientalistes, et de montrer la complexité de régions qui, plutôt que d'être stigmatisées par leur rupture et leurs conflits, doivent être valorisées pour leurs traits communs, leur originalité et leur singularité propre. Maximilien, effectivement, c'est vraiment passionnant et l'idée de montrer que cet art ukrainien était présent mais invisible, c'est-à-dire finalement on ne voit bien que ce qu'on connaît. Et donc le travail entrepris est d'abord un travail de connaissance. C'est pour ça que très modestement, la revue qui commence à vouloir parler d'art ukrainien et pas simplement d'art slave ou pas simplement d'art de l'Empire russe, comme ça a été souvent le cas, est extrêmement important. Et de ce point de vue-là, je voudrais passer la parole à Fabien Belat qui nous a donné un très bel article sur la reconstruction de Kiev sous Staline et qui montre bien cette manière qu'il y a à la fois de prise de position, qui est une prise de position politique, mais qui est aussi une prise de position artistique et dans ce qu'elle a de plus significatif, l'architecture, parce que l'architecture, c'est ce dans quoi on rentre et ce dans quoi on vit, et qui montre aussi aujourd'hui toute la complexité de déterminer qu'est-ce qui est patrimoine proprement ukrainien, dans la mesure où il y a aussi une revendication, et on le voit d'ailleurs dans d'autres articles de la revue, une revendication aussi comme patrimoine ukrainien, parfois d'un ancien patrimoine soviétique. C'est-à-dire tout ça est traversé par des tensions qui s'entrecroisent. Je vous passe la parole tout de suite et vous remercie. Oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous. En fait, cela fait 20 ans que je travaille sur l'architecture de l'Union soviétique et du bloc de l'Est en général,
J'ai publié en russe un ouvrage sur la reconstruction de Minsk. Je n'ai pas pu le publier en français parce que tout simplement la dictature de Loukachenko a tout fait pour m'empêcher d'obtenir des financements. Donc ça c'est un grand classique. C'est-à-dire que quand on travaille dans ces pays, on se retrouve face à des situations, je dirais, pour le moins rocambolesques, pour rester poli. Mais justement, j'étais en Russie en 2014 où j'enseignais lorsqu'il y a eu l'annexion de la Crimée, et c'est là que j'ai commencé à me dire il faut partir. Parce que je me disais, le climat était en train de changer à vitesse grand V, donc fondamentalement, je ne suis plus à ma place pour travailler de manière sereine en tant qu'historien. Et donc, je dois quitter le pays pour commencer à rayonner sur d'autres républiques. Donc, j'ai commencé par, on va dire, l'ex-Pologne, l'ex-Biélorussie. Je me disais que c'était plus facile, loupé. C'était une dictature tout aussi moisie que celle de Poutine. Donc, et ensuite, j'ai essayé la Pologne, où fondamentalement, ça n'a pas été très drôle non plus, étant donné que la Pologne est un pays qui est un peu problématique à d'autres égards, moins violent certes, mais bon, c'est pas non plus un contexte facile. Et actuellement, je travaille surtout sur les républiques d'Asie centrale, et pour ce qui est de l'Ukraine, les quelques articles ou interventions que j'ai faites sont à mon sens le degré minimum d'investissement d'un historien normal, mais je fais tout pour mobiliser des collègues à la fois ukrainiens ou français ou anglophones afin qu'il y ait aussi une part internationale dans la reconstruction future de l'Ukraine. Parce que ça, c'est évidemment un dossier plus que stratégique. Et étant donné que malheureusement beaucoup d'architectes ukrainiens sont soit déjà morts pendant le conflit ou vont être dans l'incapacité de travailler, il est évident qu'il faudra se poser la question de est-ce qu'on peut mettre en place une espèce de plan Marshall du XXIe siècle. Donc bref, ce sont des sujets qui méritent doublement l'attention, et quand j'ai commencé à travailler... Oui, c'est celui-là. Merci, Edouard. On peut passer à l'image suivante d'ailleurs. Oui, c'est toujours difficile à mettre en place. Donc bref, pour ce qui est de l'Ukraine, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'au fil des années à travailler sur ce milieu, j'ai été très frappé par la prépondérance des publications soviétiques sur ce qui était autrefois la République russe. Énormément de publications aussi sur la République de Biélorussie et sur l'Asie centrale. Et ce qui m'avait énormément frappé, c'est de voir que finalement, la disproportion de publications par rapport entre l'Ukraine et l'Asie centrale. C'est-à-dire que l'Asie centrale était extrêmement valorisée du point de vue publication par le régime, alors que l'Ukraine, on avait déjà l'impression qu'en gros, ils ne savaient pas trop par quel bout le prendre. Donc déjà, d'un point de vue quantitatif, au niveau éditorial, il y avait un souci. Mais juste ici, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte parce que tout simplement, je n'avais pas encore vraiment décidé de travailler sur l'Ukraine. C'est l'urgence militaire qui a fait que je me suis dit, pendant des années, j'ai fait l'autruche, je n'ai pas trop regardé de ce côté-ci. J'ai fait plusieurs tentatives de recherche en Ukraine, mais malheureusement, déjà l'annexion de la Crimée a rendu les choses difficiles. Ensuite, forcément, la guerre a rendu les choses totalement impossibles d'un point de vue pratique pour aller faire du terrain. Donc, hélas, cette guerre, il faut attendre la fin du conflit pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Et là, je ne vous le cache pas, je harcèle notre pauvre ministre de la Culture pour que vraiment il y ait des efforts français en la matière. Ça fait vraiment 1 an que je la harcèle. Mais bon. Ah non, oui, je sais, j'ai vu avec 2 actrices. Ah oui, tout de même, pardon. Pardon de cet oubli plus que significatif. Non, mais bref, Madame Abdul-Malak essaie de faire vraiment des choses et nous devons lui accorder au moins ceci. Donc, passons à l'image suivante. Et pour ce qui est de la reconstruction de Kiev, la procédure a été un concours. Alors, un concours, a priori, ça peut sembler démocratique. Sauf que les concours soviétiques ne sont jamais démocratiques. En général, il est très facile, fondamentalement, de faire passer les choses pour démocratiques, mais fondamentalement, c'est un peu des postes à moustache, comme on dit dans le milieu universitaire, c'est-à-dire que le vainqueur est désigné à l'avance. Et là, en l'occurrence, le concours
contrairement à celui de Stalingrad, où fondamentalement les choses étaient assez peu organisées en 1943, donc il y a eu une certaine souplesse parce qu'il y avait encore de l'inexpérience, pour Kiev, ils ont choisi une méthode extrêmement différente. Alors vous avez des mandarins de la stature stalinienne comme Alabian, qui à l'époque encore le premier secrétaire de l'Union des architectes, et qui se trouve être le lauréat de Stalingrad. Donc, autrement dit, Stalingrad ne lui suffit pas, il veut aussi Kiev, une capitale de république, ce qui coûte même des pas négligeables pour un seul architecte, surtout étant donné le volume de reconstruction. On passe à l'image suivante. Là, il s'agit donc d'une image d'un autre architecte russe de premier plan qui a une formation à la base plutôt moderne, mais qui ensuite se tourne vers le néo-palladianisme, qui est vraiment une veine importante dans les années 1930 et typiquement du retour en arrière de la culture stalinienne. Donc, qui montre que fondamentalement les Russes ont la haute main sur la chose. Mais là, vous avez un projet où le beffroi a des formes un peu néo-baroques ukrainiennes. Donc, c'est un peu la même chose pour le projet de Yofan, Alabian, excusez-moi, où fondamentalement les architectes russes ne se gênent pas pour convoquer l'héritage baroque ukrainien. Donc, passons à la suivante. Là, on a un projet d'Alexandre Vlasov qui est à l'époque, on va dire, l'architecte en chef dans des jardins éparses de Moscou. Donc déjà un homme qui a une position assez importante, mais pas non plus considérable. Et là, on a un projet qui est extrêmement baroquisant et très emphatique, où fondamentalement c'est de l'urbanisme de parade, quasiment dans ce qu'il a de plus grandiloquent, et ça c'est vraiment le genre de choses qu'attend le régime pour flatter son appétit de grandeur. Donc l'image suivante. Alors là, il s'agit d'un des projets soumis par un architecte ukrainien, et sur ce projet, Tatsi, on sent qu'il s'est vraiment très inspiré des projets moscovites ou léningradois de la période. Là, fondamentalement, la stratégie de Tatsi, c'est d'imiter ces toilettes russes. Oui, justement, mais en fait, il a compris que, en gros, être ukrainien n'était pas un avantage dans le concours, donc qu'il fallait faire quelque chose qui soit dans la lignée de ce qu'attendait, entre guillemets, le jury. Donc, passons à l'image suivante. Alors là, le projet de Zabolotny, c'est, on va dire, la pire histoire dans cette affaire du concours. Là, on a un architecte ukrainien et qui, lui, décide de faire du néo-baroque ukrainien. Grosse erreur. C'est-à-dire qu'il se fait flinguer par la presse aux ordres, il se fait traiter de nationaliste petit bourgeois ukrainien, donc quasiment d'ennemi du peuple. C'est le genre de chose qui, en 1938, se serait terminé par une balle dans la nuque ou, dans le meilleur des cas, un séjour de 10 ans en Sibérie. Donc là, Zabolotny comprend très bien le message, il se retire du concours. Donc tout ça, c'est de la politique. Pourtant, c'est un projet qui est tout à fait raisonnable dans son échelle, qui est important mais pas non plus considérable, mais il a commis l'erreur de faire un projet qui récupère l'héritage ukrainien, c'est-à-dire le genre de choses que ne peut pas tolérer Moscou. Donc, je vais le lire avec un grand intérêt. Non, mais pas de souci, pas de souci. Le baroque symbolise en partie une part de l'art ukrainien. Merci beaucoup, Igor. Oui, d'accord, merci beaucoup. Oui, d'accord, très bien. C'était donc une intervention pour souligner cet article sur l'art baroque. Merci beaucoup. Au final, c'est Vlasov qui gagne le concours parce que tout simplement, il est proche de Khrouchtchev, qui à l'époque est certes donc, à Moscou désormais dans le premier cercle de Staline, mais qui se trouve être l'ex-premier secrétaire du parti en Ukraine. Donc une amitié puissante, donc des introductions au premier plan au Kremlin. Donc Vlasov monte en grade par ses amitiés politiques.
Donc fondamentalement, Vlasov devient vraiment l'homme de la situation. Donc passons à l'image suivante. Mais très peu de temps après avoir été désigné donc, le lauréat du concours, après toute une phase assez complexe que je vous épargne, si vous avez envie de lire vraiment la revue, vous pourrez découvrir tout ça. Et l'article est passionnant, il faut le lire. Voilà, donc bref, là, il a été nommé architecte en chef de Moscou en 1949 et il a décidé de faire un cumul des mandats, c'est-à-dire de travailler à la fois à Moscou et à Kiev. Donc il y a cumul des mandats en Union soviétique, c'est normal. Donc chez nous, c'est interdit désormais. Donc même s'il y en a certains qui aimeraient revenir, je dirais, au statut ancien. Donc bref, il choisit des hommes de paille ukrainiens pour réaliser les projets à sa place. À chaque fois, tout doit être envoyé à Moscou pour approbation auprès du bureau de Vlasov. Donc, vous imaginez le va-et-vient et le ralentissement sur les chantiers. Donc image suivante. Ce qui est intéressant chez Vlasov, c'est qu'il a fait plusieurs voyages aux États-Unis et il est extrêmement intéressé par la question de la standardisation architecturale et des méthodes, on va dire, de construction des gratte-ciel américains. Donc c'est une personnalité plus complexe qu'on ne pourrait le croire. C'est un personnage assez intéressant en la matière et passons à l'image suivante. Et aussi, il arrive quand même à réunir une équipe, on va dire, de jeunes architectes ukrainiens à qui il permet une certaine dose, je dirais purement homéopathique, de style ukrainien. Je veux dire, c'est toléré dans une certaine limite. On vous donne l'autorisation pour un peu, mais il ne faut pas trop pousser. Donc vous voyez, bon, désolé, je peux vous paraître un peu cynique, mais quand on étudie ce genre de totalitarisme, on en finit par devenir, je dirais, un peu cynique à force. Donc passons à la suite. Là, je vous montre le genre de projet donc, purement néo-baroque ukrainien fait par des architectes ukrainiens pour le parc des expositions de Kiev. Donc vous voyez que là, sur un projet qui est censé célébrer, on va dire, les accomplissements de la République, là, ils se disent que ça va être toléré, mais non, pas du tout. Et la dernière image, on va dire, de ce diaporama, c'est ce qui a été réalisé au final. Là, on est purement dans le néoclassique à la russe, donc imitation du style début du 19e siècle, ce que moi j'appelle le style néo-1812, rappel, on va dire, à la reconstruction de Moscou en 1812, après l'incendie, suite, on va dire, à la débatte que les forces napoléoniennes ont connue donc, en Russie. Vous voyez le parallèle, 1812, personne ne peut envahir la Russie, 1945, on ressuscite ce style pour montrer que fondamentalement, la Russie, entre guillemets, est invincible. Donc espérons que, d'une certaine manière, l'histoire donnera tort à cet adage et que, fondamentalement, cette fois-ci, ça soit évidemment plutôt l'Ukraine, donc autrement dit David, qui l'emporte sur le Goliath russe. Donc pendant presque 20 ans, j'ai toujours fui la politique comme la peste, me disant qu'un historien n'a pas à se mêler de politique, mais quand on travaille dans ce genre d'environnement, un jour ou l'autre, ça vous rattrape toujours. Donc un jour, il faut choisir son camp, et fondamentalement, moi j'en avais marre des insignations comme quoi j'étais un poutiniste parce que j'allais travailler en Russie. J'en avais plus que marre parce que je n'ai jamais soutenu ce pouvoir, mais j'allais là-bas souvent avec des financements diplomatiques français. Igor peut en témoigner, justement, on a travaillé ensemble à l'Institut français il y a quelques années. Donc bref, voilà quoi, c'est fondamentalement quand on est un être humain décent, on se place du côté, on va dire, des victimes et pas des agresseurs. Voilà, je vous remercie. Ça sera pour après. Merci beaucoup. On va peut-être le laisser. On peut laisser Mariupol. Merci beaucoup, Fabien, pour cette. Et merci aussi pour votre article. Et c'est très intéressant, justement aussi cette réflexion avec ce balancement par rapport à l'article de nos collègues ukrainiennes qui ont travaillé donc sur le baroque ukrainien. D'ailleurs, je voulais souligner et parce que ça a été pour nous quelque chose qui a été essentiel, c'est qu'on a dans ce numéro, j'aurais dû le dire en préambule, on a dans ce numéro des articles d'historiens ukrainiens, d'articles d'historiens allemands, polonais, français, et on tient beaucoup à cet élément-là. Alors,
pour une fois, du coup, le numéro est en partie en anglais parce que nos collègues ukrainiens ont souvent voulu écrire en anglais, qui est une langue qu'ils possèdent mieux que le français et que nous avons accepté, ce qu'habituellement nous n'acceptons pas, mais là, évidemment, ce que nous avons accepté. Et je voulais passer la parole à Nadia Kovalchuk, qui travaille depuis longtemps sur l'école de Kharkiv. Vous avez été responsable de la collection et vous avez publié sur cette école de Kharkiv. Et c'est vrai que pour les contemporanéistes que je suis, c'était pendant longtemps un peu la seule chose qui, si je peux dire ainsi, Kharkiv, l'école de photographie de Kharkiv qui émergeait, c'est-à-dire il y avait une sorte de no man's land, pardon de le dire comme ça, mais je le dis avec toute la honte possible, en étant une historienne de l'art chevronnée de l'époque contemporaine, mais c'est vrai que j'en avais pas beaucoup d'autres connaissances, et on était très très désireux d'avoir un article comme celui-là sur l'école de Kharkiv, et vous avez dans l'article, vous remettez, et je vous passe la parole tout de suite, mais vous remettez en perspective cette composition d'une école qui n'est d'ailleurs pas une école, mais qui est plutôt un mouvement qui s'est ensuite appelé comme ça. Je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Alors, je ne peux commencer ma prise de parole que par remerciement en destination de Madame Dominique de Fonroux d'avoir initié ce numéro consacré à l'Ukraine, qui, me semble-t-il, effectivement permet d'apercevoir en profondeur historique nécessaire et crucial dans ces moments où la guerre de la Russie contre l'Ukraine passe non seulement par la destruction des biens culturels, mais aussi par la manipulation menée par la propagande russe, les manipulations que les historiens et les historiens de l'art sont peut-être le plus aptes et légitimes à déconstruire. Alors deuxièmement, il me semble que ce numéro également souligne une spécificité très importante de l'Ukraine, qui est effectivement cet endroit des passages, une plateforme de coexistence, cohabitation, une confrontation, mais aussi un enrichissement mutuel des différentes nations, religions et cultures. Alors ce qui me concerne, effectivement, j'ai signé un article consacré à ces mouvements qu'on nomme aujourd'hui l'école de photographie des Kharkiv, qui s'enracine donc qui commence au début des années 1960. Aujourd'hui, décompte plusieurs générations. On compte une trentaine de représentants, dont la figure de proue, bien évidemment, Boris Mikhailov, que l'auditoire français connaît peut-être déjà très bien, grâce notamment à la splendide rétrospective qui lui était consacrée à la Maison européenne de la photographie cette année. Mais aussi, et je tiens à le souligner, est toujours active. C'est un mouvement toujours vivant. Il y a les artistes, les photographes qui manifestent l'appartenance à cette tradition, à ces mouvements, qui sont toujours actifs et qui ont produit des images très fortes et percutantes des événements politiques de la dernière décennie, comme celle de l'Euromaïdan. Nous avons d'ailleurs organisé avec l'INHA une exposition consacrée à la série l'Euromaïdan du groupe Chilo, qui avait lieu dans les locaux de l'INHA l'année dernière, mais aussi qui ont documenté et ont produit déjà des images de la guerre en cours. Alors, malgré le fait que la plus grande partie de l'histoire de ces mouvements est ancré dans le contexte de l'Union soviétique, et mon article il est basé il est consacré aux stratégies que développent ces représentants afin de faire face et résister à des conventions esthétiques et idéologiques de l'État dictatorial. Je voulais souligner aussi que cette histoire, il n'appartient pas que à l'Union soviétique, mais que ces mouvements se forment également en contact et en réponse directe à la photographie allemande, notamment à Subjectif Photographie, à la photographie polonaise et l'esthétique de antiphotographie, à la photographie des pays baltes, très important en communication et contact avec les pays baltes, et qu'il s'inscrit donc et devrait être considéré comme faisant partie à part entière des processus de l'histoire d'une région plus large que nous nommons aujourd'hui l'Europe centrale et l'Europe de l'Est.
La dernière chose, mon texte, il fait partie des 4 articles consacrés à la photographie, donc une partie assez importante, ce qui me permet d'accentuer l'essor des pratiques photographiques en Ukraine. Et pour faire référence au sujet du Festival d'histoire de l'art cette année, donc à la Belgique, et peut-être puis-je me permettre une petite spéculation. Je pense que la photographie aujourd'hui adopte un statut assez semblable à celle que les bandes dessinées ont en Belgique. Alors bien évidemment, nos institutions photographiques sont beaucoup moins développées qu'en Belgique, mais disons le festival annuel de la photographie à Odessa ou la fondation du musée de la photographie de Kharkiv, dont je suis une des cofondatrices, témoignent d'une importante institutionnalisation de la photographie. Et d'ailleurs, il y a toujours énormément de très bons photographes ukrainiens qui documentent la guerre en cours. Je ne peux citer qu'un seul, je citerai un seul exemple, c'est Evgeny Malolitka, que vous connaissez peut-être, étant donné qu'il a gagné le prix Pulitzer cette année, ainsi que World Press Photo, pour son reportage de Mariupol assiégé. Voilà. Merci beaucoup Nadia et merci beaucoup pour votre article très passionnant. Et c'est vrai que dans les retours qu'on a eu, on a eu un certain nombre d'articles qui sont revenus sur la photographie avec à la fois des sujets très différents. Un sujet sur un photographe qui travaille dans une petite ville dans le nord de l'Ukraine, dans le nord-ouest de l'Ukraine, et donc avec quelque chose de la tradition populaire. Un article sur une photographe qui s'appelait Irina Pape, qui était une photographe officielle, quelque part, du point de vue soviétique. Et je voulais juste peut-être en dire un mot parce qu'on s'est posé beaucoup de questions avec Igor et Bertrand par rapport à cet article-là, parce qu'il était essentiel pour nous qu'on déconstruise, mais qu'on déconstruise en étant raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut aussi reconnaître, et c'est comme ça, on aurait sans doute fait pareil, qu'un certain nombre d'acteurs ont travaillé pour l'Union soviétique, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est pas les diaboliser que de le dire, mais qu'il fallait faire attention aussi de garder une sorte de distance historique. On ne peut pas, pardon, ça va être horrible comme néologisme, mais ukrainiser l'ensemble. Ça n'aurait pas tout à fait de sens. La culture russe et la culture soviétique ont existé en Ukraine de façon assez forte, et il faut aussi bien sûr la mettre en œuvre. Donc ça, c'était pour nous un point important, parce que c'était toujours, on a toujours tenter le mieux possible, et c'est ce qu'on a essayé aussi de faire dans l'introduction, de garder la distance nécessaire des historiens, et aussi toujours de se dire voilà ce qui s'est entrepris, et voilà ce qui a pu être dit, avec un pays, Nadia le soulignait à l'instant, qui est complexe dans ses frontières même, puisqu'en fait, l'Ukraine a existé à certains moments, n'a pas existé à certains moments. Toute une partie était effectivement lituanienne, une partie a été aussi polonaise, a été aussi sous une sphère moldave, a été russe. Donc tout ça est assez compliqué. Et effectivement, tout ça, d'ailleurs, fait que l'appétit de l'empire actuel russe, c'est aussi parce que, évidemment, il y a cette confusion-là complexe. Et l'article de Jeannick Durand que Maximilien Durand mentionnait tout à l'heure rappelle aussi comment l'Ukraine est fondatrice aussi de la Russie. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et moi-même, qui avais été commissaire d'une exposition sur l'art russe au XIXe siècle et sur les racines de l'art russe au XIXe siècle, on avait en 2005, donc il y a 20 ans, on avait assez allègrement confondu, je le dis parce qu'à l'époque c'était comme ça, on avait assez confondu effectivement ce qui pouvait être russe ou ukrainien. Igor, vous voulez dire un mot par rapport à ça? Non, voilà. Non, juste, je conforte exactement ce que vous dites, c'est-à-dire c'était vraiment notre ambition, dans une période difficile de tension, de garder un regard objectif sur la réalité des liens de cette zone du monde avec toutes les zones qui les entourent, ce qui est effectivement difficile dans ces périodes-là, mais je trouve que pour ma part, c'est assez réussi parce qu'il y a des articles vraiment complexes. Bon, celui d'Oksana Karpovets sur la vidéo contemporaine. Très transgressif, vous le verrez. Oui, non, mais exactement. Et je pense que c'est vraiment important de regarder ce regard objectif qui valorise au fond cette région du monde en montrant les liens étroits qui l'unissent avec tous les territoires qui l'entourent.
Merci beaucoup Igor. Je voulais aussi rendre hommage à l'idée qu'a eu Bertrand et que je remercie beaucoup d'avoir mis des cartes, parce que ça, vous verrez, on a 3 cartes, 2 qui viennent de l'Atlas historique mondial et puis un qui nous a été fait, et je remercie beaucoup de nos collègues de Sciences Po, par Patrice Mitrano et l'atelier cartographie de Sciences Po. Et ça, c'était précieux et Patrice a accepté de se fonder sur la liste des villes qu'on lui avait envoyées, c'est-à-dire celles qui étaient mentionnées dans les articles. Peut-être, avant de vous passer la parole, je voulais peut-être passer la parole à chacun d'entre vous en fonction de ce que vous souhaitez dire. Mais à votre avis, aujourd'hui, les premiers travaux qui sont entrepris par les uns et les autres, ce que tu entreprends, Maximilien, au département, ce que vous faites, Nadia, à la fois, vous avez fait en Ukraine, ce que vous faites en France, puisque vous entreprenez une carrière d'universitaire, ce que Fabien mentionnait tout à l'heure dans son engagement et qui me semble important. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être engagés, c'est difficile de le faire autrement. Étienne Hanaï me l'avait rappelé il y a quelques années en publiant un ouvrage sur l'engagement nécessaire de l'historien et de l'historien d'art. Qu'est-ce qui vous semble être les renouveaux possibles dans les quelques années qui s'ouvrent, quelle que soit la situation, qui n'est pas à notre main, évidemment. Ça, on peut pas, alors peut-être je commence à répondre à cette question. Je dirais que finalement, l'action que nous pouvons avoir, encore une fois, bien modestement, au regard de ce que vivent nos collègues et pour être quotidiennement en lien avec eux, je dois vraiment saluer le professionnalisme, la ténacité, la résilience, le courage de nos collègues ukrainiens. Je dirais que ce que nous pouvons faire peut-être, c'est d'abord apprendre à connaître, ça c'est la première chose. Je crois qu'on ne peut rien engager sans connaître finement. Et on s'est tous rendu compte avec l'invasion de l'Ukraine à quel point nous méconnaissions les enjeux, le pays, son patrimoine, alors que nous étions convaincus d'en connaître l'essentiel. Je dois dire qu'en tant que byzantiniste, Kiev n'avait pas de secret pour moi, je le croyais, c'est pas vrai. Et donc, la première prise de conscience que j'ai eue vraiment, ça a été, il faut connaître en finesse, dans un moment qui est très particulier, puisque, bien entendu, on a des discours qui se construisent du côté des agresseurs et du côté des agressés. Et ces discours, évidemment, ils sont issus d'un contexte très particulier, qui est celui que nous vivons aujourd'hui, et dont nous devons nous défier aussi pour avoir l'objectivité nécessaire à l'exercice de nos missions. Donc je redis ce que je disais tout à l'heure, la constitution de cette bibliothèque de référence, pour moi, était la première pierre de l'action patrimoniale que nous pouvions mener, parce que il fallait prendre la mesure des patrimoines ukrainiens, de leur diversité, de leur évolution, et il fallait en prendre la mesure auprès des experts. Les experts, ce sont les Ukrainiens qui ont travaillé sur ce patrimoine, et au moyen d'une bibliographie à laquelle nous n'avons jamais eu accès en France. Donc réunir cette bibliothèque, c'était vraiment une action forte, très symbolique, très politique aussi. Cette bibliothèque, elle a pour vocation d'être à disposition des chercheurs. Je salue la présence d'Agnès Boss dans l'Assemblée, qui est chargée de mission pour la future bibliothèque des départements archéologiques et civilisationnels du Louvre. Elle sait bien tout l'enjeu du catalogage de nos bibliothèques et de leur intégration aux bases nationales, et donc l'accessibilité qui en sera donnée aux chercheurs. Cette bibliothèque, elle est adossée à une autre action, qui est la constitution d'une documentation de référence. En tant que grand département, on constitue une documentation qui permet d'avoir la vision la plus objective possible de ces patrimoines. Ça, c'est le premier volet d'un triptyque. Le deuxième, c'est protéger, conserver. On travaille très étroitement avec nos collègues ukrainiens à des actions fortes de protection, de conservation du patrimoine ukrainien. Vous en entendrez parler bientôt, et le Louvre est très engagé à travers son département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient sur cet aspect-là. Et ce volet-là
n'est possible qu'avec les liens étroits que nous avons noués, la confiance que nous avons aussi nouée avec nos collègues en Ukraine. Et je dois dire que ce sont des relations quotidiennes que nous avons avec nos collègues en Ukraine, tant les responsables de musées que le ministère ukrainien de la Culture. Et donc, effectivement, ce deuxième volet, nous l'avons mis en œuvre et il va se concrétiser bientôt. Et le troisième volet, c'est construire. Et les actions que nous menons, connaissance, protection, préservation, elles n'ont qu'un but, c'est de construire l'avenir, dont on est persuadé qu'il sera plus réjouissant qu'aujourd'hui. Et faire des actions pour nous donner bonne conscience, ça ne nous intéresse pas. Donc on a vraiment construit avec nos collègues ukrainiens des relations durables sur le long terme pour engager des coopérations scientifiques, des échanges de compétences, d'expertise autour du patrimoine ukrainien qui seront, je crois, très utiles à l'histoire de l'art en règle générale, qui seront très utiles aussi à la communauté scientifique en décloisonnant des écoles d'histoire de l'art qui se parlent peu. C'est vrai que on communique peu avec nos collègues du monde slave. On a plus tendance à communiquer avec nos collègues européens d'Europe du Sud, d'Europe du Nord. Eux-mêmes ont peu de relations avec les collègues d'Europe du Sud ou d'Europe du Nord. Et donc on ambitionne de positionner le département comme la tête d'un réseau qui permettent de mettre en relation des experts qui, chacun dans leur domaine de compétences, travaillent sur des fragments de cette mosaïque culturelle que représente l'Ukraine. Et l'idée, c'est de permettre de construire pour le futur ces échanges durables et donc d'initier aussi de nouvelles pratiques avec nos collègues. Cet espace de dialogue par rapport à ça. Je vais peut-être passer la parole à Bertrand parce que quand on avait notamment eu le beau texte d'accent allemand qui est publié avec le Centre allemand d'histoire de l'art, vous avez beaucoup regretté, on a tous regretté, mais vous avez beaucoup regretté qu'on n'ait pas la même chose pour la France, cette historiographie de ce point aveugle. Je vous passe la parole très... Très, très rapidement pour que chacun ait la parole, mais alors c'est vrai que ce très beau texte d'accent allemand que les lecteurs auront beaucoup de plaisir à lire livre un bilan et puis sur une analyse très fine des carences, des lacunes du traitement en fait de l'art ukrainien par les chercheurs allemands. Et il est vrai que quand on s'est quand je me suis un peu lancé à établir un bilan bibliographique un peu sur le même registre pour l'introduction, je me suis rapidement rendu compte bien des manques, des lacunes importantes, un grand vide. Et bon, c'est vrai que pour la période médiévale, on a encore plus de manques et de lacunes puisqu'on regarde presque tout par le prisme du rapport avec Byzance, avec Constantinople, alors que tout ne se réduit pas au XIIe et au XIe et XIIe siècle. Le Moyen-Âge est beaucoup plus ample. De ce point de vue-là, je pense que les archéologues sont un peu en avance sur nous. Donc, il est vrai que nous, universitaires, il faut aussi qu'on travaille peut-être plus avec le réseau des archéologues. Mais ça a été... alors, sur cette question du point aveugle, je pense qu'il faut attirer l'attention des auditeurs et puis j'espère des futurs lecteurs sur la contribution de Jean-Claude Marcadet, parce que finalement le seul qui apporte une pierre, qui comble cette lacune un peu dans les décennies précédentes, ça a été les travaux de Jean-Claude Marcadet et de son épouse qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais oui, à cause de problèmes de santé, mais dont on a publié un article qui est finalement l'une des rares contributions françaises sur l'art ukrainien. Et donc, en tout cas, je pense que la revue, de ce point de vue-là, c'est une porte ouverte à beaucoup de travaux envisagés pour tous les champs chronologiques. Alors peut-être que dans l'art contemporain, pour la période contemporaine, il y a peut-être une plus grande... les contributions sont plus fournies, mais pour d'autres périodes, époque moderne, époque médiévale, il y a encore bien des travaux à mener. Il faut
bien sûr encourager les jeunes chercheurs que nous formons dans les universités à se tourner vers ces horizons qui sont souvent négligés, hein, puisque voilà, la structure, l'organisation académique amène plus logiquement les étudiants à se tourner vers des territoires déjà fortement étudiés et à négliger finalement, et à négliger fortement c'est des territoires, par exemple, slaves. Donc je pense que là, il y a vraiment des champs de recherche à fortement développer. Et puis pour faire écho à la présentation et puis au beau projet que mène Monsieur Durand pour le Louvre, hein, vous trouverez également dans cette revue un article qui est vraiment très intéressant et qui a un peu la même ambition. On peut, si on veut, qui est celui d'Enguerrand Lascaux et qui s'est intéressé aussi au patrimoine ukrainien dans les collections nationales françaises et qui dresse un très beau bilan sur l'histoire de ces collections du Trocadéro, de l'ancien musée de l'Homme jusqu'à l'actuel MUSEM. Et donc là, c'est aussi une très belle contribution qui ouvre des perspectives en ce sens sur bien le positionnement et la définition de culture au pluriel, de culture ukrainienne. Et je pense que c'est ce point de pluralité, cet aspect de pluralité qu'il faut vraiment mettre en avant aussi. Merci beaucoup Bertrand. Nadia, peut-être cette même question aujourd'hui, parce que vous êtes, j'allais dire malheureusement, mais aussi heureusement, hein, concernée à double titre en étant installée en France comme universitaire, mais aussi ukrainienne. Comment vous voyez cette reconstruction possible du point de vue, bien sûr, de l'histoire de l'art et de notre discipline? Alors tout d'abord, je voudrais revenir, si possible, sur Irina Papp. Je me suis dit également qu'il est extrêmement important qu'elle soit présente dans ces revues aussi parce que Katerina Filouk, qui a signé ces textes, elle a fait un vrai travail d'archéologie pour valoriser en fait cette femme photographe qui d'ailleurs fait partie des volumes publiés il y a quelques années Histoire mondiale des femmes photographes à Paris. Puisque son mari, Boris Gradov, par exemple, était beaucoup plus connu à l'époque. Donc, ce travail de son valorisation, il est doublement important aujourd'hui tant qu'une femme photographe qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles, dans un milieu très machiste, mais également comme une Ukrainienne et photographe de cette époque. Je voudrais aussi revenir sur cette nécessité d'un regard objectif et nécessité de ne pas ukrainiser, comme vous dites, l'histoire de l'art ukrainien. En fait, je pense qu'il n'y a nul besoin de l'ukrainiser puisque le patrimoine soviétique fait partie entière de notre héritage culturel, tout comme l'héritage austro-hongrois et les autres ères culturelles que nous avons héritées. Alors, ce qui concerne le regard sur l'Ukraine aujourd'hui, effectivement, la question des frontières que vous avez abordée à plusieurs reprises, il n'est plus une question purement théorique. Elle fait partie des questions plus que jamais politiques et fait partie des enjeux géopolitiques actuels. Il serait malhonnête de considérer que notre discipline soit extirpée de ces enjeux et soit extirpée de la politique internationale. Pour ces raisons, je voudrais parler de important travail des collègues en cours qui se sont engagés depuis le début de la guerre à communiquer avec les musées sur la nécessité de rectifier les cartels. Et notamment en ce qui concerne les lieux de naissance des artistes qui étaient nés en Ukraine et dont la dimension ukrainienne s'est retrouvée complètement obscurcie et effacée quand on ne mentionnait que nés en Russie ou en Empire russe ou en URSS. Et par ailleurs, cette découverte et réconsidération de l'art ukrainien ou l'art en Ukraine, comme on dit,
maintenant, elle pose questions qui concernent l'ensemble de l'histoire de l'art. Ce n'est pas purement la question ukrainienne. C'est-à-dire que même le problème dont je parle, comment informer le plus précisément possible un spectateur concernant le lieu de naissance d'un artiste, il concerne énormément d'autres artistes. Je pense notamment aux artistes israéliens. Je me rappelle, j'ai rencontré dans une salle des centres Pompidou où étaient présentés les travaux de l'artiste Agam, né en 1928. Les cartels, il n'était pas unifié, il portait trois différentes mentions, né à Israël, donc en 1928, né en Palestine sous mandat britannique, et la troisième option, Palestine sous mandat britannique, actuellement Israël. Donc, effectivement, donc ces questions, elle est actuelle, elle ne concerne pas que l'Ukraine. Et le travail sur reconsidération de l'Ukraine peut soulever les questions méthodologiques de notre discipline qui seront utiles pour l'ensemble de l'histoire de l'art. Alors, ce processus de rectification, il est déjà entamé. Notamment, je ne peux que féliciter Musée d'Orsay qui, désormais, quand il parle de Marie Bashkirtsev, il mentionne ses origines ukrainiennes. Nous retrouvons également désormais dans plusieurs musées les précisions nécessaires en ce qui concerne Kazimir Malevich, Sonia Delaunay, David Bourlouk et autres artistes qui font partie de ces mouvements et qui sont souvent réunis sous un terme trompeur et artificiel de l'avant-garde russe, que par exemple Stedelijk Musée auquel il a décidé de renoncer. Un autre enjeu sur lequel je voudrais revenir concerne les translittérations, qui n'est pas du tout un enjeu, une question anodine, mais au contraire fait partie des choix politiques de la part des rédactions ou des musées et doit être compris en tant que tel. Alors il s'agit des translittérations des noms, mais aussi des toponymes. Comment écrire Dniepr, Dnipro, Kiev. D'ailleurs, j'ai remarqué, messieurs Durand, que vous prononcez Kiev et je ne peux que vous être très reconnaissante à cet égard. Étant donné que la translittération traditionnelle, malheureusement, depuis la prononciation en russe, participe pleinement à l'interprétation russocentrique de l'histoire de l'art de cet espace, de l'espace post-soviétique. Et aujourd'hui, pendant que la guerre impérialiste et irrédentiste russe est en cours, il me semble urgent de changer l'optique, changer notre regard sur ces régions et l'extirper du discours impérialiste et nationaliste russe. Et pour cette raison, je considère qu'il est nécessaire de translittérer systématiquement les toponymes selon la prononciation en ukrainien et notamment Kiev, selon sa prononciation en ukrainien également, et non pas depuis le russe, comme semble-t-il est entré en usage en français et comme cela a été employé également dans le volume. Surtout que les précédents existent déjà. Il y a la revue Libération qui a pris un choix engagé d'utiliser Kiev systématiquement, ainsi que Bibliothèque nationale de France. Donc nous voyons maintenant un des Kiev sur les pages de ce site. Il existe les précédents aussi historiques qui ne concernent pas que l'Ukraine. Nous ne parlons plus de Bombay, nous parlons de Mumbai. Nous ne parlons plus de Tiflis, mais on a accordé la possibilité aux Géorgiens d'avoir le nom de leur capitale selon la prononciation géorgienne, Tbilissi. Pareil, ce qui concerne Beijing et Pékin. Cela concerne également les noms et les prénoms. Alors que nous construisons un discours qui fait partie des narratifs de l'histoire ukrainienne, il me semble important de questionner systématiquement l'emploi exclusif des prénoms selon leur prononciation en russe, comme par exemple Volodymyr le Grand,
Vladimir, et bien d'autres noms. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions sur cette translittération. Alors, comme le volume est à la fois en français et en anglais, on a les 2 translittérations, mais c'est vrai qu'on a choisi, c'était un point, j'ai passé la parole à Igor à la fois pour conclure, mais aussi pour revenir sur ce point de vue-là, en tant à la fois que philosophe et très attaché aux enjeux de langue comme traducteur. C'est vrai qu'on a choisi ici les éléments officiels, mais en mettant un avertissement, c'est-à-dire qu'en étant conscient du choix qu'on avait fait. Il y avait un moment donné, c'était très complexe, ça a été un point pour lequel je rends hommage tout particulièrement à Delphine Vanès, notre secrétaire de rédaction, parce qu'on avait effectivement toutes les translittérations possibles. Donc on a essayé aussi d'être le plus fidèle, alors qu'au sein du volume, plusieurs langues étaient employées, parce que même s'il n'y a que l'anglais et le français, on avait l'anglais et le français en traduction de l'ukrainien, du russe, de l'allemand. Donc du coup, c'était quand même un joli tour de force. Donc on a un petit texte peut-être un peu lâche, mais qu'on a voulu pour dire qu'on a fait au mieux en fonction de la complexité. Mais je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Peut-être Igor, je vais vous passer la parole pour un mot de conclusion, parce que ça me semble bien que ce soit vous qui concluez. Oui, moi, juste pour qu'on puisse échanger quand même, pour qu'on ait du temps pour échanger, moi, ce qui me semble important, c'est ce que vous avez dit. Enfin, la période actuelle, elle est en même temps stimulante parce qu'elle montre qu'il y a effectivement des choses que l'on ne connaissait pas, qu'il faut découvrir. Et en même temps, il faut se méfier des discours simplificateurs d'où qu'ils viennent, qui introduisent un certain nombre peut-être de regroupements schématiques ou de divisions schématiques et qui empêcheraient de voir tout l'intérêt, toute la complexité de cette zone qui est justement intéressante en tant que mosaïque. Les questions de translittération, effectivement, elles sont assez difficiles. Il y a deux, on est toujours entre l'usage qui fait que ça introduit une certaine familiarité pour le lecteur français. Vous parlez de Libération, c'est le seul journal qui écrit comme ça. Par exemple, le ministère français des Affaires étrangères, il écrit Kiev, et la majorité des journaux comme ça, dans un souci qui ne peut pas être critiqué, à mon avis, a priori, parce que c'est un souci de faire que cette zone du monde soit aussi, le lecteur français suit son habitude. Dans toutes les langues, les choses sont translittérées, ne correspondent pas exactement à la prononciation naturelle, à la prononciation d'origine, parce que parfois on ne peut pas le prononcer tel quel, on est habitué à le prononcer autrement. Voilà, c'est toujours délicat, effectivement, de choisir. Voilà. D'autant plus que nous, on avait eu cette expérience avec le livre précédent qu'on avait édité. Moi, j'avais envoyé au Centre culturel ukrainien, on leur avait demandé de nous envoyer une carte. On a reçu 3 cartes avec 3 langues différentes, dont une en anglais. Donc, il y a aussi un problème officiel du fait que il n'y a pas de translittération officielle qui était pour l'instant fournie, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas. Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose qui est difficile, qui est délicat, entre le souci de s'inscrire dans quelque chose qui est familier et le souci de rendre les choses peut-être pour un large public plus abordable et plus voilà. Et on s'est là, par exemple pour Kiev, on s'est fié à l'usage qui était celui le plus répandu dans la presse française. Bon, on s'est posé la question pour tout. Mais là, bon, par exemple, Fabien met Kiev sur sa. Voilà. À l'origine, j'avais utilisé la transcription la plus fréquente, mais c'est pareil. Pour Zabolotny, j'avais d'abord mis Vladimir, donc à la russe, et après je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je mette Volodymyr. Pareil pour Tatsi, j'ai mis Oletsey, et non pas Aletsey. Ce qui est dur, c'est toujours très dur de légiférer dans les langues, parce que l'usage l'emporte toujours. L'usage est plus fort que les volontés, et légiférer dans les langues a toujours une dimension un peu, encore plus dans un contexte qui n'est... Ouais. Exactement. On risque de se retrouver dans une zone sans repère et dans quelque chose qui devient totalement exotique.
Bon, ensuite, par exemple, dans la presse anglo-saxonne, ils ont pris la décision, la plupart des médias anglo-saxons écrivent depuis le début de la guerre à Kiev, étant donné qu'il y a maintenant une effervescence des publications consacrées à l'Ukraine, et en fait, il s'agit d'un moment de construction de narratifs consacrés à l'Ukraine. Il me semble que c'est le moment de changer l'usage, parce que l'usage, ça se fait. Et comme je viens d'évoquer, les précédents de changements d'appellation, même légers comme Bombay et Mumbai, s'ils sont justifiés, il n'y a pas de raison qu'ils puissent se faire. Non, mais c'est un débat très, très intéressant et je suis très contente qu'on ait ce type de débat parce que ça souligne une question qu'on s'est beaucoup posée et sur laquelle on a répondu tout en sachant qu'évidemment il y avait quelque chose qui se construisait. Je voulais vous remercier beaucoup les uns et les autres d'avoir accepté d'être là. Je voulais aussi remercier beaucoup le Festival d'Histoire de l'Art qui nous a donné la place et une belle place dans sa programmation. Ça c'est vraiment formidable et ça montre aussi l'engagement des historiens de l'art et je crois effectivement, comme Fabien le rappelait, comme Igor le rappelait, comme Maximilien le rappelait, que notre discipline est engagée, que ce soit en tant qu'historien de l'art universitaire ou en tant que conservateur de musée, nous sommes engagés dans l'aujourd'hui et dans le demain, et fort heureusement. Il nous reste très peu de temps, mais s'il y avait une ou deux questions, on va les prendre parce que ce serait dommage, puis comme on est rentré en retard, on peut quand même en profiter. Donc je ne sais pas s'il y a une question, une remarque, un échange possible. Madame. Cette barrière de la langue existe, mais il y a une barrière aussi, comme le rappelait Bertrand tout à l'heure, institutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de filière de l'enseignement de l'histoire de l'art en Ukraine ou de l'histoire de l'art ukrainien. C'est pour ça qu'on rendait hommage tout à l'heure à ce qu'a fait l'INHA dès en fait, le début du conflit, parce que ça a commencé en avril ou mai 2022, si je ne dis pas de bêtises, donc dès le début du conflit, à Rouen et à l'INHA, qu'il faut rendre hommage aussi au voyage de la ministre de la Culture, qui est allée très vite, là aussi sur place. Elle ne va pas dans tous les lieux, mais là, elle est allée très vite. Rendre hommage, alors je suis mal placée pour le faire, parce que c'est la maison dans laquelle je travaille, mais rendre hommage aussi à ce qui s'accomplit au Louvre sous la présidence de Laurence Descartes et au sein du futur DAPCO sous ta direction, Maximilien. Et donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là, c'est-à-dire la complexité au sein de l'université française dans son ensemble d'ouvrir des filières nouvelles. Et effectivement, c'est extrêmement important. Et j'ai la chance d'appartenir au Conseil scientifique de Perspective, la revue de l'ENHA, et à ce dernier conseil scientifique, Éric de Chasset, donc le directeur général de l'ENHA, rappelait combien il est essentiel pour l'Ukraine, mais aussi, je rejoins Nadia, pour d'autres pays, d'ouvrir plus largement que sur ce qui fait finalement notre petit confort habituel, c'est-à-dire que quand même beaucoup, qui est l'Europe de l'Ouest, et quand même, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout cela, mais une sorte de dialogue France-Italie qui est très présent, quels que soient les éléments, avec un peu aussi, avec un peu moins déjà avec l'Allemagne, un peu moins déjà avec l'Espagne, un peu moins déjà avec la Grande-Bretagne. Donc il y a vocation de cela, et d'ailleurs c'est le souhait de l'ENHA, et c'est ce que rappelait Éric de Chasset, justement d'ouvrir, et en ouvrant au Portugal l'année dernière, à la Belgique, même si la Belgique est proche, mais elle est finalement pas non plus si présente, c'est aussi d'ouvrir plus largement à terme les différents éléments. C'est le rôle de l'INHA, c'est le rôle, me semble-t-il, aussi des musées. Et on va peut-être conclure comme ça, parce que... Pardon. À l'échelle universitaire, il faut simplement des spécialistes qui puissent former des étudiants à ces domaines-là. Voilà, d'avoir des habitudes, de connaître les sources, les archives, de connaître le réseau. Or, tout simplement en France, on manque aujourd'hui déjà de beaucoup de spécialistes dans des domaines déjà bien connus. Et bon, là, ça prend une dimension qui est tout autre. C'est la question des recrutements des enseignants-chercheurs. On connaît toute la situation actuelle de l'université sur ce volet-là. Donc, voilà. Est-ce que, si je peux rajouter tout dernier point, vous avez mentionné les archives et les sources. Il y a un autre problème si on parle purement de la recherche, c'est l'accessibilité des archives.
Il s'agit même pas des archives ukrainiennes, il s'agit d'une partie des archives qui ont atterri en Russie, en fait, qui concernent aussi bien le territoire ukrainien que les artistes ukrainiens. Moi, personnellement, j'ai ces problèmes-là, puisque la Russie, plusieurs prochaines années, les archives seront inaccessibles. Et je pense qu'il va falloir attendre la même époque que c'était dans les années 90 et les 2000. On a vu une effervescence des publications et renouvellement de regards sur l'Union soviétique, puisque après la chute de l'Union soviétique, les archives en Russie étaient ouvertes. Donc il va falloir attendre la victoire de l'Ukraine pour que la Russie puisse à nouveau, et ses archives puissent être ouvertes et accessibles pour les chercheurs. Bien, on va être obligé malheureusement de conclure parce qu'on est, c'est ça, hein, on doit quitter la salle. Malheureusement, je suis vraiment désolée, c'est le rôle du festival, mais on peut continuer la discussion à l'extérieur. Je voulais remercier tout le monde, hein. Vraiment merci infiniment, un très grand merci.